Je m'appelle Marie-Claire Orsini. J'ai 75 ans et je vis à Bastia, sur cette île de Corse qui a vu naître mes parents, mes bonheurs et mes pires drames. Toute ma vie, je l'ai consacrée aux autres. Un mari exigeant que j'ai accompagné jusqu'à son dernier souffle. Des enfants qui ont grandi sans jamais mesurer tout ce que j'avais sacrifié pour eux et un foyer qui, en réalité, ne m'a jamais appartenu. Quand mon mari est mort, j'ai cru naïvement que mes vieux jours seraient faits de calme et de souvenirs. Je me suis trompée. La vérité, j'ai du mal à la prononcer. J'ai fini sans toi, dormant sur un banc sous le pont près du vieux port de Bastia. Moi, qui avais travaillé 40 ans dans une école primaire. Moi, qui avais nourri et élevé 2 enfants. Je n'étais plus qu'une ombre que l'on fuyait du regard. Mes enfants m'avaient lentement mise à l'écart de leur vie. Ma fille cadette, Anne, m'avait lancé un jour d'un ton excédé. « Maman, tu deviens un poids. Tu comprends, on a nos propres charges, nos crédits. » Mon fils Julien n'avait rien dit, mais son silence m'avait chassé de sa maison plus sûrement que des mots. J'ai erré ainsi plusieurs semaines avec pour seule compagnie un petit sac et des souvenirs trop lourds. J'avais honte, une honte dévorante. Honte de croiser d'anciennes élèves qui détournaient les yeux. Honte de devoir parfois mendier un café dans un bistrot. Mais un soir, alors que je tremblais sous un manteau trop mince, une voiture noire s'est arrêtée devant moi. La portière s'est ouverte et j'ai entendu une voix que je n'avais pas entendue depuis des années. Marie-Claire. J'ai levé les yeux. C'était mon frère cadet, Antoine. Antoine, celui qui était parti à Paris à 20 ans et avait bâti un empire dans l'immobilier. On racontait qu'il était millionnaire, qu'il vivait dans un appartement somptueux près des Champs-Élysées, qu'il possédait des affaires à Marseille, à Nice, même à Ajaccio. Nos chemins s'étaient séparés depuis longtemps. Moi, la sœur restée à Bastia pour m'occuper des miens. Lui, l'homme d'affaires brillant et lointain. J'ai voulu cacher mon visage, mais il s'est approché et a pris mes mains glacées dans les siennes. J'ai vu ses yeux se remplir de larmes. « Comment as-tu pu en arriver là ?» m'a-t-il demandé. Je n'ai pas su répondre. Les mots s'étaient figés dans ma gorge. Le lendemain, il m'a installé dans un hôtel du centre-ville, le temps de régler des papiers. 3 jours plus tard, il m'a remis les clés d'un bel appartement sur le boulevard Paoli. Un lieu lumineux, spacieux, avec vue sur la mer. En même temps, il a déposé une somme énorme, presque irréelle pour moi. 5 millions d'euros placés sur un compte à mon nom chez un notaire de confiance. Je n'avais jamais possédé plus que ma modeste pension de veuve. Ce geste fut pour moi comme une résurrection. Mon frère me disait « Tu as toujours été là pour moi, Marie-Claire. C'est à mon tour de veiller sur toi. » Ces mots m'ont brisé et réparé tout à la fois. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie digne. Mais je ne savais pas encore que ce cadeau allait réveiller les plus bas instincts de ma propre famille. Quand mes enfants ont appris, je ne sais par quelle indiscrétion, que j'avais reçu un appartement et plusieurs millions d'euros, leur attitude a changé brutalement. Eux qui me laissaient seule, eux qui m'avaient repoussé à la marge sont soudain devenus empressés. Julien a commencé à venir chaque semaine, arborant des sourires forcés, parlant d'investissement, de prêts, de projets familiaux. Anne, pour sa part, n'hésitait plus à me reprocher de ne pas contribuer à ses vacances ou à ses achats. Au début, j'ai voulu croire à un repentir sincère, mais j'ai vite compris la vérité. Il ne revenait pas pour moi, il revenait pour mon argent. Les indices étaient clairs. Anne voulait absolument connaître les codes de mon compte bancaire. Julien me demandait de signer des procurations pour faciliter certaines démarches. J'ai refusé, poliment mais fermement. Alors leurs regards ont changé. Froid, accusateur, menaçant. Un soir, j'ai surpris ma fille chuchoter à son mari, sans se douter que je l'écoutais. Si elle refuse, il faudra la mettre sous tutelle. Elle perd la tête. C'est évident. Ces mots m'ont transpercé plus que toutes les nuits passées dehors. J'étais passé du statut de fardeau inutile à celui de coffre-fort ambulant. Et dans leur avidité, mes propres enfants étaient prêts à m'écraser à nouveau. Mais cette fois, je n'étais plus la femme brisée qui dormait sous un pont. J'avais retrouvé en moi une flamme. J'avais l'appui d'Antoine, mon frère, et surtout une certitude nouvelle. Je ne me tairais plus. Je pressentais déjà que la guerre ne faisait que commencer. Si vos propres enfants tentaient de vous faire passer pour folle, comment réagiriez-vous ? Partagez vos avis en commentaire. J'avais hâte de lire vos expériences et réflexions. Les semaines suivantes furent étranges, comme si ma vie avait changé de décor du jour au lendemain. Moi, qui avais survécu avec un simple sac plastique pour tout, je me retrouvais désormais à préparer mon café dans une cuisine moderne. Je marchais pieds nus sur du carrelage neuf. J'ouvrais mes volets sur le bleu éclatant de la Méditerranée.
Mais ce confort avait un goût amer. Je savais que chaque matin pouvait apporter son lot de menaces déguisées. Julien se montrait particulièrement insistant. Il passait me voir presque tous les 2 jours, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Sa voix, toujours calme, se voulait persuasive. « Tu sais, maman, l'argent placé par Antoine pourrait travailler. On pourrait acheter un terrain, construire, louer. Il suffirait que tu me donnes une procuration. » Je souriais poliment, détournant la conversation. Mais ses yeux brillaient d'impatience, ceux d'un homme qui ne voyait en moi qu'un obstacle entre lui et un trésor. Anne, elle, utilisait une autre stratégie. Plus douce en apparence, plus venimeuse en réalité. Elle venait dîner, apportait une tarte, embrassait mes joues et glissait au détour d'une phrase. « Maman, tu es fatiguée. Gérer un appartement, de l'argent, tout ça, c'est trop lourd pour ton âge. Pourquoi ne pas laisser quelqu'un de plus jeune t'aider ?» Je comprenais parfaitement son jeu. Elle voulait que je doute de mes capacités, que je me sente inapte. Un soir, Antoine m'appela depuis Paris. Il s'inquiétait de ne pas avoir eu de nouvelles récentes. J'hésitais, puis je lui confiai mes craintes. Sa voix devint grave. « Marie-Claire ne signe rien pour eux. Pas un papier, pas un mandat. Si nécessaire, je connais de bons avocats à Bastia. » Sa fermeté m'apaisait. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas totalement seule face à mes enfants. Mais je savais qu'ils n'allaient pas lâcher. Je l'ai compris quelques jours plus tard lorsque j'ai reçu une convocation officielle. Le papier, timbré et froid, annonçait une audience au tribunal de Bastia. Motif : demande d'ouverture d'une mesure de tutelle pour altération des facultés personnelles. Je crus que j'allais m'évanouir en lisant ces lignes. Mes propres enfants m'accusaient, sur le plan juridique, de ne plus être capable de gérer ma vie. Ils voulaient que la justice me considère diminuée et qu'un tuteur, évidemment choisi par eux, prenne le contrôle de mes comptes, de mes biens et de ma liberté. Je m'assis dans mon salon, le papier crispé dans mes doigts tremblants. Une vie entière d'efforts, de sacrifices, et voilà où j'en étais. On me traitait comme une vieille femme sénile qu'il fallait protéger d'elle-même. La voix de ma fille résonna dans mon esprit, ce soir où je l'avais surprise. Si elle refuse, il faudra la mettre sous tutelle. Ils avaient décidé de passer à l'acte. Le lendemain, je rencontrai Maître Giovannini, l'avocat recommandé par Antoine. Un homme dans la cinquantaine, discret et solide, avec ce regard de juriste habitué aux drames familiaux. Je lui tendis la convocation. Il la lut lentement, puis releva les yeux. « Madame Orsini, ce qu'il tente est grave, mais vous n'êtes pas sans défense. Nous allons prouver votre pleine capacité. Nous montrerons que cette demande n'est qu'une manœuvre pour vous dépouiller. » Ces mots réveillèrent ma dignité. Oui, j'étais âgée. Oui, j'avais traversé des moments de faiblesse. Mais je n'étais pas folle, je n'étais pas incapable et je n'étais pas prête à me laisser voler ma vie une seconde fois. Dans les jours suivants, j'entamai un combat étrange. Des rendez-vous médicaux furent pris, des certificats demandés. Je consultai mon médecin traitant, qui m'écouta avec bienveillance. « Marie-Claire, votre mémoire est claire, vos idées ordonnées. Je rédigerai un rapport sans ambiguïté. » Je quittai son cabinet le cœur plus léger. Mais la colère froide me tenait encore. Derrière chaque démarche administrative, je sentais l'ombre de mes enfants. Ils avaient déjà préparé leurs arguments et leurs témoignages. Peut-être avaient-ils raconté aux voisins que je divaguais, que je n'étais plus la même depuis la mort de leur père. Je les connaissais assez pour savoir qu'ils n'auraient aucune honte à salir mon nom si cela servait leurs intérêts. Le soir, dans mon appartement, j'ouvris un vieux cahier de notes que j'avais conservé. Je commençai à écrire, non des plaintes ni des reproches, mais les faits, les dates, les paroles et les comportements. Je notais tout ce que j'avais observé depuis que l'argent était entré dans ma vie. Chaque phrase devenait une preuve silencieuse à présenter le moment venu. Je n'étais plus la grand-mère docile qui baissait les yeux. Je devenais témoin de ma propre histoire. La veille de l'audience, je passai une nuit blanche. Je regardais par la fenêtre les lumières du port, les ferries quittant Bastia pour Marseille, les étoiles au-dessus de la mer. Je me sentais petite mais pas brisée. Je savais que mes enfants viendraient au tribunal avec des sourires hypocrites, se faisant passer pour soucieux du bien-être de leur mère. Moi, je viendrais avec mes mots, mes preuves et ma dignité retrouvée. La bataille commençait, et cette fois, j'étais prête. Le matin de l'audience, je me levai avant l'aube. L'air de Bastia portait encore la fraîcheur salée de la mer et le silence de l'appartement me parut plus lourd que jamais. J'enfilai ma veste sombre, celle que j'avais gardée depuis les obsèques de mon mari. Je glissai dans mon sac le cahier où j'avais consigné chaque détail de ces derniers mois. Mes mains tremblaient, mais pas de peur.
C'était une tension nouvelle, une détermination qui me tenait droite. Au palais de justice, la pierre grise résonnait sous mes pas. Dans le hall, je les vis. Julien, mon fils, costume impeccable, chemise repassée, un dossier sous le bras. À ses côtés, Anne maquillée avec soin, son mari serrant une serviette de cuir. Ils m'aperçurent et vinrent vers moi, le visage chargé d'une douceur factice. « Maman, dit Anne d'une voix sucrée, tout ça, c'est pour ton bien, tu le sais. » Je ne répondis pas. Leur sollicitude feinte ne m'atteignait plus. Je ne voyais dans leurs yeux que cette impatience brûlante, celle de ceux qui attendent une signature comme un butin. Maître Giovannini arriva à ce moment-là. Sa présence me procura un calme inattendu. Il me serra la main avec fermeté. « Tenez bon, Madame Orsini, laissez-moi parler pour vous. Souvenez-vous, c'est à eux de prouver votre incapacité, pas l'inverse. » Nous entrâmes dans la salle. Le juge, un homme aux lunettes rondes, feuilletait déjà le dossier. Sa voix, lorsqu'il ouvrit l'audience, résonna sèchement. Il s'agit aujourd'hui de statuer sur l'éventuelle mise sous tutelle de Madame Marie-Claire Orsini, 75 ans, veuve, résidant à Bastia. Je crus m'étouffer en entendant mon nom associé à ce mot infâme, tutelle. Comme si j'étais déjà condamné. Julien fut le premier à prendre la parole. Son ton se voulait mielleux, presque paternel. « Monsieur le juge, nous aimons profondément notre mère, mais nous sommes inquiets. Depuis quelque temps, elle prend des décisions étranges. Elle refuse toute aide, se montre méfiante, parfois agressive. Et puis il y a ces sommes importantes qu'elle a reçues récemment. Nous craignons qu'elle soit manipulée ou qu'elle perde tout. » Je sentis mes joues s'embraser. Agressive, moi qui avais tout enduré en silence, manipulée comme si mon frère Antoine, celui qui m'avait tiré de la misère, était un escroc. Anne enchaîna, baissant les yeux, jouant l'émotion. Maman est fatiguée, elle ne se rend plus compte. Nous voulons seulement la protéger. Une tutelle est une mesure de précaution, pas une punition. Je crus hurler, mais maître Giovannini posa sa main sur la mienne. Attendez, murmura-t-il. Quand vint son tour, sa voix était calme mais tranchante. Monsieur le juge, mes confrères viennent de décrire une femme affaiblie, incohérente. Pourtant, les faits racontent autre chose. Madame Orsini mène une vie simple, certes, mais organisée. Elle gère seule ses rendez-vous médicaux. Elle fait ses courses, règle ses factures, écrit régulièrement. Elle a tenu un carnet que je vous remets, relatant avec précision les événements récents. Voici la preuve d'un esprit lucide. Le juge prit le cahier, tourna quelques pages et hocha la tête. Maître Giovannini poursuivit. En réalité, ce qui motive cette demande n'est pas la santé mentale de Madame Orsini, mais l'argent. Depuis qu'elle a reçu un legs conséquent de son frère, ses enfants multiplient les pressions. Il parle d'agressivité, mais je n'y vois qu'une mère qui se défend. Julien protesta, ce n'est pas vrai. Nous voulons juste éviter un désastre. Le juge leva la main, assez. Son regard se posa sur moi. Madame Orsini, souhaitez-vous dire un mot ? Je me levai, mes jambes flageolantes, mais ma voix sortit claire. Monsieur le juge, j'ai peut-être 60 ans, mais je sais encore lire, écrire, penser. Oui, je suis parfois fatiguée, mais je ne suis pas folle. Ce que mes enfants veulent, ce n'est pas ma protection, c'est mon argent. Ils m'ont laissé seule quand je n'avais rien. Aujourd'hui, ils reviennent parce que j'ai un appartement et des économies. Mais moi, je n'ai jamais cessé d'être leur mère. Un silence tomba dans la salle. Je sentis le regard du juge peser sur mes enfants, qui détournaient les yeux. L'audience se poursuivit encore 1 heure avec la lecture du rapport de mon médecin affirmant ma parfaite lucidité. Lorsque le juge conclut, ces mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Au vu des éléments présentés, la demande de mise sous tutelle est rejetée. Je faillis pleurer, pas seulement de soulagement, mais de rage contenue. Mes enfants avaient osé me traîner ici, m'exposer au regard des autres comme une incapable, et je venais de gagner. À la sortie, Julien serra les dents. Anne détourna le visage. Ils ne me saluèrent pas. Je les regardai s'éloigner dans le couloir et compris que cette guerre n'était pas terminée. Leur avidité avait reçu un coup, mais elle n'était pas morte. Je me promis alors de ne plus jamais laisser quiconque me voler ma dignité, ni mes enfants, ni personne. Désormais, j'avais repris la parole et je n'étais pas prête de la rendre. Les jours suivant l'audience furent un mélange étrange de soulagement et de vigilance accrue. Oui, j'avais gagné. Oui, la justice avait reconnu ma lucidité. Mais au fond de moi, je savais que mes enfants ne s'arrêteraient pas là. Trop d'argent était en jeu, trop de convoitises. Leur silence après l'audience n'était pas une reddition. C'était une pause. Une respiration avant l'attaque suivante.
Je continuais à vivre dans mon appartement de Bastia, essayant de retrouver une routine paisible. Le matin, j'allais acheter mon pain à la boulangerie de la place Saint-Nicolas. Le soir, je me préparais un simple dîner et je regardais les lumières des ferries au loin. Mais même dans ces instants simples, une ombre planait. Quand je croisais certains regards, j'avais l'impression que les voisins savaient déjà. La rumeur courait. Une vieille femme radotant. Une mère manipulée par son frère riche. Un samedi, en revenant du marché, je trouvai ma porte entr'ouverte. Mon cœur bondit. J'entrai prudemment. Rien n'était brisé, mais plusieurs tiroirs étaient ouverts. Mes papiers déplacés. Un frisson me parcourut la colonne. Quelqu'un avait fouillé chez moi. J'appelai aussitôt maître Giovannini. Sa voix devint grave. Madame Orsini, vous devez porter plainte et changer vos serrures immédiatement. Le lendemain, un serrurier vint poser un système de sécurité plus solide. Mais cette intrusion confirma ce que je craignais. On me surveillait. On me guettait. Quelques jours plus tard, Antoine descendit de Paris. Je n'avais pas revu mon frère depuis l'audience. Quand il franchit le seuil, je fus frappé par la tendresse de son regard. Il s'assit face à moi, sortit des documents de sa serviette. Marie-Claire, je connais ce genre d'histoire. Tu dois protéger ce que je t'ai donné, pas seulement par des mots, mais par la loi. Il me parla d'une fiducie familiale, un mécanisme juridique permettant de confier mes biens à un notaire indépendant. Ainsi, même si mes enfants tentaient de m'influencer, ils n'auraient aucun accès. Je resterais libre de vivre comme je le souhaitais et mon patrimoine serait à l'abri. Je sentis un mélange de gratitude et de honte. Gratitude parce qu'Antoine veillait sur moi comme jamais auparavant. Honte parce que j'avais toujours cru qu'une mère devait se protéger seule de ses enfants. Et voilà que je dépendais de mon frère cadet pour me défendre contre les miens. Ce même soir, Julien frappa à ma porte. Son visage était fermé. Ses mots étaient des coups. « Tu crois que tu as gagné maman ? Le juge t'a suivi cette fois, mais ça ne durera pas. Tu n'es pas éternel et cet argent, tôt ou tard, il reviendra dans nos mains. » Je le regardai longtemps sans répondre. Il y avait dans ses yeux une dureté que je ne lui connaissais pas. Ce n'était plus mon fils. Ce n'était plus l'enfant que j'avais bercé. C'était un étranger qui voyait en moi une clé vers un coffre-fort. Quand il partit, je refermai la porte doucement. Je compris alors quelque chose de terrible. Mes propres enfants m'avaient déjà enterrée vivante. Pour eux, je n'étais plus une mère. J'étais un obstacle. Le lendemain, Antoine m'accompagna chez le notaire. Nous signâmes ensemble les actes nécessaires. Tout fut mis sous protection juridique. En sortant, je respirai l'air marin avec la sensation étrange d'avoir verrouillé ma vie dans un coffre invisible. Mais ce que j'ignorais encore, c'est que mes enfants n'allaient pas seulement chercher à me dépouiller par la ruse. Ils allaient tenter d'aller plus loin. Bientôt, ma sécurité même serait menacée. Car lorsqu'on touche à l'avidité des siens, on réveille parfois des monstres qu'on croyait impossibles. Les semaines suivantes se teintèrent d'une inquiétude sourde. Depuis la mise en place de la fiducie, je pensais être à l'abri, mais je ne l'étais pas vraiment. Chaque sonnerie de porte me faisait sursauter. Chaque pas dans le couloir résonnait comme une menace. Je savais que Julien et Anne n'avaient pas renoncé. Leur cupidité était trop forte et leur humiliation devant le juge trop cuisante. Un soir, alors que je préparais une tisane dans ma cuisine, l'ampoule au-dessus de ma tête grésilla puis s'éteignit. Je soupirai, supposant une simple panne, mais en ouvrant le disjoncteur je découvris qu'il avait été forcé. Le cache-plastique portait des traces d'outils. Mon cœur se serra. Quelqu'un avait pénétré dans l'immeuble, peut-être même dans mon appartement, pour saboter l'électricité. Le lendemain, j'expliquai l'incident à maître Giovannini et à Antoine. Mon frère me prit la main en me regardant droit dans les yeux. Marie-Claire, ce n'est plus qu'une affaire d'héritage, c'est de l'intimidation. Ils ou ceux qui agissent pour eux veulent t'effrayer. J'acquiesçai. Oui, j'avais peur, mais je n'étais pas prête à céder. Quelques jours plus tard, l'intimidation prit une forme plus explicite. En sortant du supermarché avec mon panier, une voiture freina brusquement devant moi. La vitre s'abaissa et une voix familière me lança d'un ton glacial, la belle-mère d'Anne. Son mari ajouta, avec une politesse menaçante, « Vous savez, les femmes âgées seules ont parfois des accidents. Il faudrait penser à votre tranquillité et à la nôtre. » La voiture démarra et me laissa tremblante sur le trottoir. Cette nuit-là, je ne fermai pas l'œil. J'avais toujours cru que la pire douleur était l'abandon. J'appris qu'il existe pire encore, la menace qui vient de ceux qui portent ton sang. Antoine, furieux, alerta aussitôt la police. Une main courante fut déposée.
Je connaissais la lenteur des procédures et la difficulté de prouver des intimidations à demi-mot. Mon frère proposa d'engager un garde du corps, idée qui me parut d'abord excessive. Pourtant, peu à peu, je compris qu'il ne s'agissait plus d'exagération mais de survie. Un soir, en rentrant du marché, je trouvai ma porte fracturée. Mon appartement était sens dessus-dessous, tiroirs vidés, papiers éparpillés, placards ouverts. Pourtant, rien d'important n'avait disparu. Ni bijoux, ni argent liquide. Tout était resté, sauf mon cahier. Ce cahier où j'avais consigné chaque humiliation, chaque phrase entendue, chaque tentative de domination. C'était leur cible. Ils cherchaient à effacer ma mémoire, mes preuves. Je m'assis au milieu du salon saccagé, le cœur battant, réalisant que j'avais sous-estimé leur détermination. Ce n'était plus un conflit familial, c'était une guerre. Antoine arriva en trombe, le visage fermé, jura en corse d'un ton vif en voyant l'état des lieux. Ils ont franchi la ligne. Tu dois comprendre, Marie-Claire, ils ne s'arrêteront pas. Son regard croisa le mien, grave. Je murmurai d'une voix basse mais assurée, alors il faudra les arrêter avant qu'ils ne me détruisent complètement. Une colère ancienne remonta en moi et une force nouvelle prit place. On m'avait prise pour une femme faible, usée, à moitié éteinte. Cette fois-ci, j'étais prête à me battre, pas seulement pour mes biens, mais pour ma dignité et pour mon nom. Je savais que l'étape suivante serait décisive, les affronter au grand jour avec des preuves irréfutables. Le lendemain du cambriolage, je me rendis au commissariat de Bastia. L'officier qui me reçut prit des notes, mais son air blasé me serra le cœur. « Vous n'avez rien de volé de valeur ?» me demanda-t-il. J'expliquai que c'était mon cahier, mes preuves, qui manquaient. L'homme haussa les épaules. Ces carnets disparaissent souvent, sans témoin, point difficile d'aller plus loin. Je quittai le commissariat avec une impression amère. Aux yeux de la loi, j'étais une vieille dame qui exagérait. Mais moi, je savais qui était derrière cette intrusion, Julien, Anne ou leurs proches. Antoine, lui, refusa d'abandonner. Il engagea un détective privé, un ancien gendarme corse au regard perçant et aux gestes sûrs. Il s'appelait le capitaine Vanucchi, et dès notre première rencontre il m'inspira confiance. « Madame Orsini, dit-il, tout laisse des traces. Ceux qui croient agir dans l'ombre laissent toujours des miettes. Nous allons les trouver. » Il posa une caméra discrète dans l'entrée de mon immeuble, vérifia mes serrures et me recommanda de noter chaque incident. Cette fois, je n'écrirai plus dans un simple cahier. Antoine m'offrit un petit ordinateur portable sécurisé. « Qu'ils essaient de voler ça, murmura-t-il. Pendant ce temps, mes enfants poursuivaient leur comédie. Julien continuait ses visites, déguisant sa convoitise sous des marques d'attention. Il m'apportait des fruits et prenait un air faussement préoccupé. « Tu sais, maman, ce serait plus sage de nous confier la gestion. Tu dors mal, tu oublies tes clés. » Il m'observait comme un médecin examine un malade, cherchant le moindre signe de faiblesse. Anne avait cessé de venir souvent, mais je savais qu'elle agissait autrement. Un voisin m'apprit qu'elle avait interrogé la concierge sur mes habitudes. Elle voulait savoir quand je sortais et avec qui je parlais. Sa vigilance ressemblait moins à l'attention d'une fille aimante qu'à la traque d'un prédateur guettant le moment d'attaquer. Un soir, le détective me montra les premières images des caméras. On y voyait clairement le mari d'Anne rôder près de l'entrée, longuement penché sur les boîtes aux lettres. « Il cherche quelque chose, dit Vanucchi, peut-être des documents, peut-être votre nouveau dossier. » Un frisson me parcourut la nuque, mais au lieu de m'effondrer, je me redressai. « Alors, proposa le détective, il faut leur tendre un piège. » Nous décidâmes, avec Antoine et l'avocat, de préparer de faux documents. Une attestation inventée laissant croire que je comptais transférer mes biens à une association caritative. Nous plaçâmes l'enveloppe en évidence, sous surveillance. L'appât fonctionna rapidement. 2 nuits plus tard, la caméra filma Julien lui-même entrant avec un double de clés. Il fouilla, trouva l'enveloppe et repartit précipitamment. Le détective sourit en regardant la scène. Voilà la preuve qu'il viole votre intimité et qu'il agit par cupidité. Je restai muette, les larmes aux yeux. Voir mon fils pris en flagrant délit fut une blessure plus douloureuse que toutes les menaces. Mais c'était aussi une délivrance. Désormais, je n'étais plus une vieille dame paranoïaque. J'avais la vérité filmée. Antoine me prit la main. « Marie-Claire, tu n'as plus à subir. Nous allons déposer ça chez le notaire et au tribunal. Ils ne pourront plus nier. » Cette nuit-là, je dormis enfin d'un sommeil lourd. Non pas parce que le danger avait disparu, mais parce que, pour la première fois, je détenais une arme plus solide que leurs mensonges. Les preuves de leur trahison. Je savais que, en dévoilant ces images, je scellerais une rupture définitive.
Mes enfants ne me pardonneraient jamais. À cet instant, je choisis néanmoins. Mieux valait être une mère trahie qu'une mère asservie. Au fond de moi, une idée germait. Si mes enfants voulaient ma perte, je pourrais utiliser la loi comme un piège pour les surprendre. Les semaines suivantes furent consacrées à cette tâche secrète. Je protégeais ma vie et mon patrimoine afin qu'aucune main indésirable ne puisse jamais s'en emparer. Je passais de longues heures chez le notaire, entouré de piles de dossiers, signant des actes que je n'aurais jamais imaginé préparer de mon vivant. Chaque signature coupait, comme une paire de ciseaux, un lien qui m'avait lié à l'emprise de mes enfants. Je décidai que mes petits enfants, encore innocents malgré l'ombre de leurs parents, recevraient directement une part de mon héritage. Le reste, je le plaçai dans une fondation caritative corse destinée à soutenir l'éducation des enfants défavorisés. J'avais été institutrice toute ma vie. C'était ma manière de rendre au monde ce qu'on avait essayé de me voler. Antoine m'accompagnait à chacun de mes rendez-vous. Sa présence faisait office d'armure. Nous arpentions ensemble les rues de Bastia. Lui, l'homme d'affaires habitué aux hautes sphères, et moi, la vieille femme que beaucoup croyaient vaincue. Mais au fond de moi, une force nouvelle brûlait. Julien et Anne poursuivaient leur pression sans relâche. Un jour, je reçus une lettre griffonnée d'une main nerveuse. « Maman, si tu continues à nous exclure, nous ne viendrons plus jamais. Tu mourras seule, abandonnée, et ce sera ton choix. » Je pliai la lettre sans trembler, car en vérité j'étais déjà seule depuis longtemps. Leur chantage affectif n'avait plus de prise sur moi. Un autre après-midi, Anne osa frapper à ma porte. Je n'ouvris qu'après avoir enclenché la chaîne de sécurité. Elle me toisa avec colère. « Tu es manipulée par Antoine, cracha-t-elle. Tu crois qu'il fait ça pour toi? Il se sert de toi pour nous humilier. » Je soutins son regard et répondis calmement. « Non, c'est vous qui vous êtes humiliée en essayant de me voler. » Elle partit en claquant la porte, me laissant le cœur serré mais aussi étrangement libéré. J'avais enfin prononcé tout haut ce que je retenais depuis des mois. La tension monta encore quelques jours plus tard. Le détective Vanucchi, discret mais vigilant, m'appela. « Madame Orsini, confia-t-il, j'ai entendu des propos inquiétants. Votre gendre se vante au café qu'il saura faire pression pour que vous cédiez. Il parle d'un accident de voiture, d'un malaise. Peut-être des paroles en l'air, mais il faut rester prudente. » Je raccrochai glacé. L'idée que mes propres enfants ou leurs semblables puissent souhaiter ma mort n'était plus une exagération. C'était une possibilité réelle. Pourtant, je refusais de céder à la peur. Avec Antoine et Maître Giovannini, nous montâmes un plan. Le notaire convoquerait une réunion officielle à laquelle Julien et Anne seraient invités. Là, devant témoins et documents, la vérité éclaterait. Ils découvriraient que je n'avais plus de pouvoir sur mes biens et qu'une grande partie avait déjà été placée hors de leur portée. Ce sera un choc, me prévint Giovannini, mais c'est le seul moyen de clore cette guerre. J'acceptai, non sans douleur, car ce jour-là je ne leur retirerai pas seulement ma fortune. Je trancherai aussi le lien maternel qu'ils avaient brisé et que je scellerai définitivement. La veille de la réunion, je passai la nuit à écrire. Pas des notes juridiques, ni des comptes, mais une lettre destinée à mes petits enfants. Je leur expliquais tout sans haine mais avec clarté. Je voulais qu'ils sachent un jour la vérité, que leur grand-mère n'avait pas été folle ni injuste, qu'elle s'était simplement défendue. Quand je posais mon stylo, le soleil se levait sur Bastia. Mes mains tremblaient légèrement, mais mon cœur était calme. Je savais que le lendemain la scène serait décisive et que je parlerais non pas comme une vieille femme effrayée, mais comme une femme debout, prête à dire la vérité devant tous. Le jour de la réunion arriva. Le cabinet du notaire, installé dans une vieille bâtisse du centre, sentait le papier ancien et la cire. Antoine était à mes côtés, droit et solide, tel un rempart. Maître Giovannini, dossier sous le bras, me fit un signe rassurant. Julien et Anne entrèrent quelques minutes plus tard. Leur démarche était raide et leur visage tendu. Ils croyaient sans doute encore pouvoir renverser la situation. Je lisais dans leurs yeux cette arrogance tenace, la certitude que, quoi qu'il arrive, leur mère finirait par céder. Le notaire ouvrit la séance d'une voix solennelle. Il rappela brièvement les tentatives de mise sous tutelle, l'intrusion prouvée par les images de vidéosurveillance et les menaces implicites. Puis il posa devant lui un épais dossier scellé. « Madame Orsini a pris des dispositions, annonça-t-il, et je suis ici pour les rendre officielles. » Anne leva les yeux au ciel. Julien croisa les bras, visiblement agacé. Le notaire reprit la parole. Une donation-partage anticipée a été établie. Les biens immobiliers et financiers de Madame Orsini sont protégés par un acte irrévocable.
Une partie sera transmise directement aux petits enfants. Le reste a été placé sous la gestion d'une fondation d'utilité publique. Un silence lourd tomba sur la pièce. Je vis les lèvres de Julien se crisper et son visage s'empourprer. Anne ouvrit la bouche, incapable d'aligner un mot. Maître Giovannini ajouta, implacable. En d'autres termes, vous n'avez plus aucune emprise ni sur les biens ni sur les décisions de votre mère. Elle a choisi librement et la loi protège désormais sa volonté. Julien explosa. Tu nous trahis, maman, après tout ce que nous avons fait pour toi. Je le regardai droit dans les yeux et déclarai d'une voix posée. Après tout ce que vous n'avez pas fait pour moi. Quand j'étais seule, malade et couchée sur un banc, aucun de vous n'était là. Vous n'êtes revenu que lorsque l'argent est apparu. Ma voix ne tremblait pas. Elle résonna dans la salle avec une force que je ne me connaissais plus. Anne finit par balbutier une protestation. Mais nous sommes tes enfants, murmura-t-elle. Non, répondis-je doucement. Vous êtes mes bourreaux et aujourd'hui je vous retire les clés de mes chaînes. Le notaire conclut sèchement. L'acte est enregistré. Toute contestation est vaine. Julien se leva brusquement, fit tomber sa chaise et quitta la pièce en claquant la porte. Anne le suivit, les yeux rougis, sans un mot pour moi. Le silence retomba aussitôt. Je sentis mes jambes fléchir, mais Antoine posa sa main sur mon épaule. « Tu as été courageuse », murmura-t-il. Nous quittâmes le cabinet ensemble. Dans la rue, l'air de Bastia me parut plus léger, comme si j'avais déposé un fardeau que je traînais depuis trop longtemps. Je savais cependant que cette victoire avait un prix. Mes enfants ne reviendraient sans doute jamais. Peut-être valait-il mieux ainsi. J'avais compris une vérité douloureuse. Parfois, pour se sauver soi-même, il faut accepter de perdre ce que l'on croyait indispensable. Le soir, assise face à la mer, je relus la lettre destinée à mes petits enfants. Je la glissai dans une enveloppe scellée. Ils sauraient un jour que leur grand-mère n'avait pas cédé. Dans ce silence d'Uxamé, une paix nouvelle germa en moi. Mais je savais aussi que la portée de cette histoire dépassait la simple affaire de bien. Elle deviendrait un message, le mien, celui d'une vieille femme qu'on avait voulu faire taire et qui enfin reprenait la parole. Les semaines suivantes furent étrangement calmes. Julien et Anne cessèrent tout contact. Aucun appel, aucune visite, pas même un mot glissé dans ma boîte aux lettres. Ce silence, qui autrefois m'aurait transpercé comme un abandon, me parut presque apaisant. Désormais, je savais qu'ils n'avaient pas perdu ma présence, mais l'accès à mon argent, à mes biens et à mon nom. Un matin, je sortis me promener sur le vieux port. La lumière jouait sur les coques des bateaux et l'air sentait le sel et le café chaud qui font de Bastia un endroit singulier. Je croisai d'anciennes élèves, elles aussi devenues grand-mères. L'une d'elles me dit avec sincérité. « Madame Orsini, vous n'avez pas changé, toujours droite, toujours forte. » Je souris. Elles ignoraient tout de ma récente lutte. Mais dans ce sourire se cachait un secret. Elles me voyaient maintenant comme je voulais être vue. Plus une femme brisée, mais une femme debout. Antoine m'appela peu après. « Marie-Claire, tu pourrais venir à Paris. » me dit-il, « j'ai de la place, tu serais en sécurité. » Je réfléchis puis répondis. « Merci Antoine, mais ma sécurité, je l'ai retrouvée ici. Elle est dans ma décision et dans ce que j'ai choisi pour moi. » Il rit doucement, comprenant. Mon frère, celui qui m'avait arraché au pont, n'avait pas seulement ouvert sa fortune. Il avait rallumé en moi la flamme qu'on avait tenté d'éteindre. Je passais plus de temps avec mes petits enfants. Je les invitais à déjeuner et leur racontais des histoires de famille qu'ils n'avaient jamais entendues. Ils riaient, ils écoutaient, et je voyais dans leurs yeux de la reconnaissance. Non pas pour l'héritage à venir, mais pour la mémoire que je leur transmettais. C'était là ma véritable richesse. Un soir, assise seule dans mon salon, j'ai sorti la lettre que j'avais rédigée pour eux. Je l'ai parcourue une ultime fois. J'y parlais de dignité, de courage, et du poids qu'a le mot non, même adressé à ceux qu'on chérit. Je l'ai ensuite glissée dans un coffret de bois, aux côtés de mes photographies les plus précieuses. Puis j'ai repris un stylo pour écrire à nouveau. Mais cette fois, mes mots n'étaient pas destinés à mes enfants ni à mes petits-enfants. Ils étaient pour moi. Un dernier monologue, une vérité que je voulais confier à l'air, à la mer, à quiconque en aurait besoin un jour. J'ai mis des années à comprendre que le silence n'abrite pas, il enferme. J'ai passé ma vie à donner, à espérer un merci qui ne venait jamais. Et lorsque je n'avais plus rien, on m'a laissé sur le bord de la route. Puis le hasard, ou peut-être la justice de l'existence, m'a offert une seconde chance. J'ai compris alors que l'argent, même s'il attire les charognards, peut devenir une arme. Une arme pour dire enfin stop.
Mes enfants ont cherché à me dépouiller, à m'étouffer, à me faire passer pour dérangé. Mais je me suis relevé. J'ai signé, j'ai parlé, j'ai tenu bon. J'ai perdu mes illusions, mais j'ai retrouvé ma voix. À celles qui, comme moi, se taisent depuis trop longtemps, je dis ceci. Levez la tête. Ne laissez personne décider à votre place de votre valeur. Ni votre âge, ni vos faiblesses ne font de vous des proies. La dignité ne se donne pas, elle se reprend. Moi, Marie-Claire Orsini, veuve de Bastia, j'ai cru finir ma vie sous un pont. Mais je me suis redressée et désormais plus rien ni personne ne pourra m'enlever ce qui est à moi. Ma liberté de femme. Ma parole. Mon droit d'exister. Et dans le calme de mon appartement, baigné du reflet argenté de la mer, j'ai compris que j'avais enfin gagné. Pas contre mes enfants. Pas contre leur avidité. Mais contre l'oubli de moi-même.